Décembre 2020 au Royaume-Uni. On pense à un électricien hospitalier, père de famille, passionné de photos, quelqu'un de respecté, quoi. Mais derrière cette façade, se cachait une réalité monstrueuse, vraiment. Des meurtres qui dataient de plus de 30 ans. Et des actes horribles commis pendant des années, là où il travaillait, dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on va plonger dans l'affaire David Fuller. C'est une des histoires criminelles les plus dérangeantes qu'on ait vues au Royaume-Uni récemment. Et tout ça, ça a refait surface parce qu'on a rouvert une très vieille enquête. Pour cette analyse approfondie, on s'est basé sur la retranscription d'une enquête vidéo très détaillée, qui retrace vraiment tout, les faits, les investigations. Notre objectif, essayer de piger comment ce type a pu faire des trucs pareils, si longtemps sans se faire prendre. Et regarder de près les éléments clés que l'enquête a sortis. C'est une histoire très sombre, donc voilà, on y va. Alors, tout commence, ou plutôt tout bascule, le 3 décembre 2020. La police se pointe chez David Fuller. Il a 66 ans, il habite à Heathfield, dans l'East Sussex. En apparence, c'est vraiment monsieur tout-le-monde. Électricien, superviseur de maintenance à l'hôpital de Tunbridge Wells depuis presque 10 ans, marié, 4 enfants, le genre de voisin super tranquille, passionné par les oiseaux, le vélo, les concerts. Il a même été photographe pour le groupe Cutting Crew dans les années 80, tu vois le genre. Bref, la normalité incarnée. Oui, sauf que la police n'est pas là pour prendre le thé, hein. Ils sont là parce qu'ils ont rouvert une très vieille affaire, les Bedseat Murders. 2 meurtres qui datent de 1987 à Royal Tunbridge Wells. Les victimes, Wendy Knell, 25 ans, et Caroline Pierce, 20 ans. Et là, coup de théâtre, vraiment. 33 ans après les faits, une nouvelle analyse ADN sort un nom. David Fuller, suspect numéro 1. 33 ans ? C'est fou quand même. Que ça ressorte comme ça, d'un coup, grâce à la science. Mais l'horreur, elle s'arrête pas là, en fait. C'était même pire que ce que la police imaginait à ce moment-là, non ? Ah oui, complètement. C'est pendant la perquisition chez lui que l'affaire prend une dimension, mais cauchemardesque. Vraiment. Les enquêteurs tombent sur plusieurs disques durs. Bien planqués, hein. Et là, ce qu'il y a dessus, ça dépasse l'entendement. Même pour des flics aguerris, quoi. On parle de milliers de photos et de vidéos. Plus de 14 000 fichiers. Et on doit Fuller, en train d'abuser sexuellement de cadavres. Ça se passait dans les morgues de 2 hôpitaux où il a bossé. Le Kent and Sussex Hospital d'abord, puis le nouvel hôpital de Tunbridge Wells. Et ça s'est étalé sur une quinzaine d'années, au moins, de 2005 à 2020. Non, mais c'est inimaginable. Des abus sur des corps dans des morgues. Oui. Et de manière hyper systématique. L'analyse des fichiers, ça a permis d'identifier 101 victimes. 101. 99 femmes et 2 enfants. Certaines ont été abusées plusieurs fois d'ailleurs, ce qui monte le total à 140 agressions documentées. La plus jeune avait 9 ans, la plus âgée, 100 ans. Que des femmes ou des filles. Fuller lui-même, il a dit qu'il se souvenait plus du nombre exact, ni même de quand il avait commencé, tu te rends compte ? Attends, mais il y a aussi cette histoire de catalogage, non ? Ça, c'est presque le truc le plus glaçant. Exactement, c'est ça qui est terrible, il ne se contentait pas de faire ça, il documentait tout. Méticuleusement, chaque fichier était classé, avec des notes, le nom de la victime, son âge, la date de décès. Ces infos, il les prenait où ? Dans le registre d'admission de la morgue, directement. Il se servait même de ce registre pour choisir ses victimes, pour éviter celles qui présentaient un risque d'infection, par exemple. Et le pire du pire, on a découvert qu'après avoir profané ces femmes, il faisait des recherches sur elles sur Internet. C'est une obsession du contrôle, mais totale, quoi. Même après la mort. Mais la question qui vient tout de suite, c'est comment il a pu faire ça pendant 15 ans dans des hôpitaux, des lieux censés être un minimum sécurisés, sans que personne ne capte rien ? C'est la question qui a secoué tout le Royaume-Uni, carrément. Et l'enquête indépendante qui a suivi, elle a mis en lumière une accumulation de failles. Des failles systémiques, des négligences. C'est assez incroyable. Fuller, il a su exploiter le système méthodiquement. Comment ça, exploiter le système ? Concrètement ? D'abord, son statut. Électricien de maintenance, puis superviseur. Il était considéré comme personnel essentiel. Donc, il avait un badge qui lui donnait accès à quasiment toutes les zones de l'hôpital,
y compris la morgue, 24 heures sur 24. Sa fonction, c'était l'excuse parfaite pour être là n'importe quand. D'accord, l'accès physique, ok. Mais il devait bien y avoir des contrôles. Des registres à signer, ce genre de choses. Justement, c'est là qu'on voit les premières failles. Les registres d'accès à la morgue, souvent mal tenus, incomplets. Flyer, il pouvait entrer pendant les changements d'équipe, tu vois, quand il y a un peu de flottement. Ou alors il notait simplement un motif d'intervention technique bidon. Personne vérifiait vraiment. Il connaissait aussi les angles morts des caméras de surveillance. Il savait que les enregistrements étaient effacés assez vite. Une fois qu'il était dedans, hop, il s'enfermait de l'intérieur, tranquille. Et j'imagine qu'il avait réponse à tout, techniquement parlant, si on lui posait une question. Oui, exactement. Il utilisait son jargon technique, ça suffisait à désamorcer les questions, il planifiait ses interventions, souvent les week-ends ou pendant les vacances, moins de monde. Parfois même, il provoquait lui-même des petites pannes, genre un frigo qui déconne, pour justifier sa présence. Malin, hein? Et puis, il y avait la confiance. Au fil du temps, ses collègues le voyaient comme le type méticuleux, serviable, parfois même le confident. Personne ne se méfiait. Ça, c'est pour l'accès, la manipulation directe. Mais l'enquête, elle a aussi montré d'autres problèmes, plus structurels, non? Dès son embauche, en fait. Tout à fait. Et là, on touche aux défaillances des ressources humaines, quoi. On a découvert que Fuller avait menti. Il a menti quand il a été embauché en 89 et rebelote quand il a été promu superviseur en 2002. Il n'a jamais déclaré ses anciennes condamnations pour cambriolage. Ça datait des années 70. Or, pour ce type de poste, un poste sensible dans un hôpital, la déclaration de tous les antécédents, c'était obligatoire. Il aurait dû être viré pour ça. Mais personne n'a vérifié son casier. Personne n'a vérifié son casier en 30 ans de boîte. C'est sidérant. Et c'est pas fini, le manque de supervision. Mais criant, une seule évaluation professionnelle formelle en 31 ans de carrière, t'imagines ? En plus, certains membres du personnel de la morgue, ils avaient tellement confiance, ils le laissaient bosser seul, sans surveillance. Alors que les règles de la Human Tissue Authority, l'organisme de contrôle, l'interdisaient formellement depuis 2017. C'est fou. Et il y a aussi eu cette histoire compliquée avec l'entreprise privée Interserve, c'est ça? Oui, encore un maillon faible dans la chaîne. En 2011, l'hôpital a déménagé dans de nouveaux locaux, partenariat public-privé. Du coup, la maintenance a été externalisée à une boîte privée, Interserve, et eux, ils ont fait une vérification du casier judiciaire. Donc, ils ont découvert les antécédents de Fuller pour cambriolage, mais, et c'est là que c'est grave, en violation de leur contrat avec l'hôpital, ils n'ont jamais transmis l'info. L'hôpital n'a jamais été au courant. C'est une accumulation de négligence incroyable. Et il y avait même une pratique interne à la morgue qui, sans le vouloir, l'a aidé. Oui, en effet. À partir de 2014, le personnel de la morgue avait pris une habitude. Pas réglementaire du tout d'ailleurs. Il sortait certains corps des frigos la veille des autopsies, pour qu'ils soient moins rigides, plus faciles à examiner. Fuller a admis avoir profité de ça au moins 3 fois. Il remettait ensuite les corps en place, méticuleusement, ni vu ni connu. C'est vraiment cette accumulation de tout ça. L'accès facile, le manque de contrôle criant, la confiance aveugle, la dissimulation d'infos cruciales et les mauvaises habitudes internes. Tout ça a créé un environnement où l'impensable a pu se produire pendant si longtemps. Un environnement qui lui a permis d'agir en toute impunité pendant des années, jusqu'à ce que l'enquête sur les meurtres de 87 le rattrape finalement. Revenons justement à cette époque, 1987. Comment ces meurtres se sont-ils passés? Qu'est-ce qu'on sait? Alors, faut imaginer Royal Tunbridge Wells en 87. Une ville très calme, très sûre en apparence. Du coup, ces meurtres, ça a été un choc énorme pour tout le monde là-bas. La première victime, c'est Wendy Knell, 25 ans. On la retrouve morte chez elle le 23 juin 1987, battue, étranglée et agressée sexuellement. Pas d'effraction visible, la police pense que l'agresseur est passé par une fenêtre qui fermait mal. On voit qu'elle s'est défendue. Et le détail qui est troublant a posteriori, Fuller la connaissait. Il était client du magasin où elle travaillait. Il habitait pas loin. La police l'a interrogé à l'époque, mais bon, sans plus, pas assez d'éléments. D'accord. Et la deuxième victime? Caroline Pierce. C'était 5 mois plus tard, le 24 novembre 1987.
Caroline Pierce, 20 ans, disparaît juste devant chez elle. Des témoins entendent un cri, puis une voiture qui démarre en trombe. Son corps nu est retrouvé 3 semaines après, dans un fossé isolé, à 65 km de là, à Romney-Marsh. Ça suggère que le tueur connaissait bien la région, pour aller l'abandonner si loin. Les blessures sont très similaires. Coups à la tête, strangulation, agression sexuelle. Ses vêtements n'ont jamais été retrouvés. Et là encore, devine quoi? Fuller la connaissait aussi. Client du restaurant où elle bossait. Il est de nouveau interrogé par la police et de nouveau relâché, faute de preuves concrètes contre lui. 2 meurtres très similaires. Les 2 victimes connues de Fuller. Il est interrogé 2 fois. Et pourtant, rien. Pendant 33 ans. Mais comment l'enquête a-t-elle pu piétiner comme ça? À l'époque, malgré une grosse enquête, plus de 100 flics dessus, des reconstitutions à la télé, il manquait cruellement d'éléments matériels. Pas de témoins directs des agressions elles-mêmes, pas d'empreintes digitales qui matchent, et surtout, les techniques d'analyse ADN, c'était vraiment les balbutiements à l'époque. On ne pouvait pas en faire grand-chose. Les enquêteurs, ils étaient persuadés que c'était le même tueur, ils l'appelaient le bedside killer, mais impossible de mettre un nom dessus. L'affaire est devenue un cold case, une affaire classée non résolue. Jusqu'à ce fameux réexamen dans les années 2010. Et là, la science change tout. C'est ça. Exactement. La police du Kent décide de ressortir plusieurs cold cases grâce aux nouvelles technologies ADN qui avaient fait des bonds énormes et coup de chance, ou plutôt travail méticuleux des enquêteurs de l'époque, les échantillons biologiques prélevés en 87 sur les scènes de crime avaient été super bien conservés. Après des mois d'analyse très poussée, les scientifiques réussissent enfin à extraire un profil ADN. Un profil exploitable. Et c'est ce profil qu'il compare à la base de données nationale d'ADN. Oui, la National DNA Database qui a été créée en 1995. Et là, bingo, correspondance. L'ADN trouvé sur les scènes de crime de Wendy et Caroline en 87 correspond à celui de David Fuller. Son profil ADN, à lui, il avait été ajouté à la base quelques années plus tôt, dans le cadre d'un programme qui visait à ficher les personnes avec des antécédents judiciaires, même anciens. Ce sont ces cambriolages des années 70 qui l'ont finalement trahi, 33 ans plus tard. C'est fou. C'est absolument incroyable. Sans cette vieille histoire de cambriolage et les progrès de la science, il aurait pu continuer ses horreurs dans les morgues, peut-être indéfiniment. Essayons de cerner un peu mieux le personnage, si c'est possible. Quel est le profil psychologique de cet homme, capable d'une telle double vie, d'une telle escalade dans l'horreur? C'est un profil très complexe, évidemment. Né en 1954. Une enfance décrite comme ordinaire, sans histoire majeure connue. Formation d'électricien, puis il y a ces cambriolages dans les années 70. Et déjà là, il avait des signes troublants. Il ciblait des femmes seules. Il passait du temps à fouiller dans leurs affaires personnelles, leurs sous-vêtements. Certains experts y voient déjà les prémices de fantasmes de voyeurisme, de domination, une violation de l'intimité. Ensuite, on observe une possible escalade, terrifiante. Du cambriolage, qui est une invasion de l'intimité, au meurtre, qui est le contrôle total sur la vie et la mort. Et enfin, à la nécrophilie, la forme ultime de domination et de possession, sur un corps qui ne peut plus se défendre, qui ne peut plus dire non. La nécrophilie, c'est une paraphilie, une attirance sexuelle pathologique, déviante, qui est extrêmement rare. Chez Fuller, ça semble être devenu une véritable addiction, compulsive. Les milliers de fichiers, la fréquence de ses actes à la fin, ça le montre bien. Il prenait de plus en plus de risques vers la fin, c'est ça que tu disais? Oui, clairement. La prise de risque devient énorme. 40% des crimes de nécrophilie connus ont été commis sur les 2 dernières années, 2018-2019. Et entre décembre 2019 et décembre 2020, juste avant son arrestation, il est entré 444 fois dans la morgue sans justification officielle. C'est énorme. Il a même commis 12 agressions en pleine journée. C'est vraiment le signe d'une compulsion qui prend le pas sur toute prudence. Et en même temps, cette capacité à compartimenter, à séparer les choses. Marié 3 fois, père de famille, apprécié au boulot. Comment on peut mener une double vie pareille? C'est une caractéristique qu'on retrouve parfois chez certains profils avec des traits psychopathiques, oui. Une façade de normalité presque parfaite. Une façade qui masque une absence totale d'empathie, une vie intérieure très sombre, déconnectée. Son approche était calculée, surtout pour la nécrophilie.
Il mettait des gants, il était conscient de l'ADN. Il suivait les affaires criminelles, les avancées techniques. Il choisissait des victimes sans voix, littéralement. Mais, paradoxalement, il a gardé toutes les preuves chez lui, comme des trophées. C'est un mélange étrange de prudence calculée et d'arrogance, peut-être. Ou de compulsion, encore une fois. Finalement, il y a eu le procès. Quelle a été l'issue judiciaire? Le 15 décembre 2021, David Fuller est reconnu coupable des meurtres de Wendy Nell et Caroline Pierce. Il avait déjà plaidé coupable pour 51 infractions sexuelles sur des cadavres. Le nombre a d'ailleurs augmenté au fil de l'enquête, on en a identifié plus ensuite. Il est condamné à la prison à vie. Sans possibilité de libération conditionnelle, le juge a utilisé des mots très forts, il a parlé de dépravation à peine imaginable, il a aussi souligné l'immense souffrance humaine infligée aux familles des victimes, celles des meurtres et celles des victimes de nécrophilie. Pour les familles, ça a dû être un choc, mais terrible, d'apprendre la vérité, des années, des décennies, après la mort de leurs proches. Oui, un traumatisme absolument indescriptible. Apprendre que le corps de ton enfant, de ton parent, de ta compagne a été profané de cette manière-là. C'est une douleur qui s'ajoute au deuil. C'est inimaginable. L'affaire a aussi eu un impact énorme sur le NHS, le service de santé britannique. Ils ont dû lancer une enquête indépendante et revoir en profondeur tous leurs protocoles de sécurité dans les morgues, forcément. Et Fuller, lui, il n'a jamais exprimé le moindre remords. Rien. Donc, pour résumer, l'affaire Fuller, c'est vraiment une histoire à double détente, si on peut dire. D'un côté, on a l'élucidation très tardive, grâce au progrès de la science, de meurtres vieux de 33 ans. Presque un miracle pour les familles des victimes de 87. Et de l'autre, la révélation de décennies d'actes de nécrophilie absolument inimaginables. Des actes qui ont été possibles à cause d'une combinaison terrible, la manipulation d'un individu pervers et des failles systémiques profondes. Au cœur même des hôpitaux, des lieux de soins. Oui, et au-delà de l'horreur pure des faits et des manquements institutionnels qui sont flagrants, cette affaire, elle laisse une question en suspens. Une question assez dérangeante. Sur nous, sur nos perceptions. On se base souvent sur l'apparence, le statut social, la profession pour juger les gens. Non? Fuller, c'était l'employé modèle, le voisin tranquille. Ça interroge vraiment quelle part d'ombre peut se cacher derrière la façade la plus ordinaire, la plus banale de la normalité. Est-ce qu'on peut vraiment connaître les gens qui nous entourent au quotidien? C'est sur cette réflexion un peu glaçante qu'on termine notre exploration de cette affaire. Une affaire vraiment complexe et profondément troublante.